de finir rapidement. Alors, on est en direct. Si tu peux vérifier si tu m'entends, parce que là je suis déjà connecté, je suis déjà en direct. Mais c'est bon. Si je Parfait. me connecte d'ici, Non, c'est correct, c'est bon. Tu peux prendre ça. je vais créer un écho, non? Oui, vas-y, tu peux prendre l'ordinateur et tout ça, c'est correct. Il n'y a personne même qui se connecte encore. Là, ce que je vais faire, c'est poser ça. Salut pour apéro conversation. Alors. Salut, vous m'écoutez? C'est parfait. Alors, on va démarrer parce que les configurations du live d'aujourd'hui, c'est particulier parce que, comme je vous avais dit, j'avais prévu d'aller voir des amis et puis après, j'avais prévu aussi de rentrer tôt pour commencer le live. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on était en train de discuter et puis, en discutant, on est resté à partager des bonnes choses. Et là, j'ai vu l'heure arriver. J'ai dit le temps de rentrer à la maison pour démarrer ce live. Je vais le faire à partir d'ici. Et c'est pour ça que le décor n'est pas le même, mais je suis là. Vous êtes là. Il y a un apéro. On va converser. Donc, on va démarrer avec la chanson officielle d'Apéro Conversation. Seigneur, Seigneur, diva, udeka kwelina, diva de la fatonam. Bonsoir à tous les abonnés d'Apéro Conversation. J'ai un grand plaisir de vous... il y a du bruit. Bella. Je vais donner les noms des gens qui parlent derrière moi parce que je suis avec des amis. Et oui, bonjour à l'audience derrière. Et puis on les entend parler. Mais c'est correct, on va faire ça tranquillement. On va parler aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de thème, justement parce que je me disais que je n'aurais pas le temps de préparer le live d'aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas travailler sur un thème, disons, assez consistant parce que j'avais prévu d'aller rejoindre quelques amis qui se plaignaient de ne plus me voir les samedis parce que
apéro conversation avait pris tous mes samedis. Il fallait que je commence le matin, que je prépare le thème, que je travaille même à partir de vendredi soir pour être capable de venir vous donner ici quelque chose de consistant, d'élaboré et de travailler. Mais comme j'avais voulu faire une exception et je voulais pas non plus prendre congé, ce que j'aurais peut-être dû faire, mais je ne voulais pas vous couper l'appétit sur cette opération-là, ce que nous avons l'habitude de faire tous les samedis, échanger sur des sujets. J'ai dit, on va discuter de différents thèmes. J'ai pris quelques points d'information qui sont essentiellement des points d'actualité. Mais en même temps, je me dis, vous avez certainement des questions que vous allez me poser. Vous avez des questions sur des sujets dont on a déjà discuté ou des petites questions comme ça sur lesquelles on peut répondre en live et on va causer entre nous. Vous comprendrez donc que derrière moi, il y a des invités qui sont en train de causer et il y a un peu un bruit de fond. Et il fait tellement froid qu'à moins de mettre un manteau, je ne peux même pas sortir pour me mettre dehors. Donc vous excuserez pour le live d'aujourd'hui qui va être particulier. Mais comme vous le savez, l'essentiel, c'est de se retrouver autour d'un apéro. Et là, on m'a posé la question, c'était quel whisky? C'est du Bowmore. C'est un single malt de l'île d'Islay. Ça a toujours un goût fumé. Et ce goût fumé-là donne une certaine particularité à ce type de whisky-là. Vous avez dans la même gamme les Lagavulin, vous avez les Hard Bear, vous avez les Lafroyag. Et c'est des single malt qui sont très très intéressants, que je vous conseille vivement. Et donc, aujourd'hui, le thème, c'est nous allons causer de différents sujets. Souvent, ça va être des sujets d'actualité, de ce que je pense, de ce qui se passe au Bénin, au Sénégal, au Tchad, au Niger, etc. Et donc, je vous invite à partager le live, à le partager dans le groupe parce que de toutes les façons, il y a toujours des discussions de fond, il y a toujours des informations qu'on va pouvoir partager. Et puis, si vous avez des questions, merci, vous pouvez poser les questions et je vous réponds. On part en musique. Oui, Della Be Quiet. Merci, monsieur Ajavon. Et c'est l'anniversaire de monsieur Kominya Singé, qu'on n'a pas encore vu. Bon anniversaire à monsieur Kominya Singé. On va parler de l'incarcération de Togbui Zéouta. En effet, on va en parler un peu. On parlera de Rekia Madougou. Maïdougou. On parlera de Ousmane Sonko au Sénégal. Salut Camille. On parlera du Tchad, du Congo, du Niger, de l'Afrique. L'Afrique est un déboire politique. Est-ce que vous avez partagé le live? Joyeux anniversaire, monsieur Kominya Singé. Les faux Singé là. Désolé pour l'éclairage, hein. J'ai pas ramené le matériel. Mais ici on est équipé, hein. En alcool on est équipé ici, hein. On est chez monsieur Mignon, Koujo Mablé. D'accord. Partagez le live et mettez les cœurs, les amis. Ça va démarrer. Démarrer. On va parler du premier sujet
Et comme la question vient d'être posée, l'incarcération de Togui Zewuto. Pour rappel, c'est un monsieur qui est adepte du vaudou, qui le 31 décembre dernier a brûlé une Bible. Et ça a créé une polémique et nous en avions parlé dans un live ici. Et j'avais expliqué que au-delà du symbole, tout ce qu'il avait fait, c'est brûler un papier, un livre. Il est vrai que le contenu de la Bible est considéré comme sacré et le livre en soi est devenu sacré pour les adeptes du christianisme. Et que, en tant que livre sacré, et par respect à la religion d'autrui, il aurait été préférable de ne pas brûler ce bouquin-là, de peur d'attaquer la foi des gens. Mais j'avais dit que celui qui faisait l'incendie, enfin celui qui avait brûlé la Bible, et ceux qui existaient, et qui s'excitaient, pardon, autour de ça, se trompaient parce que, au demeurant, ce n'est qu'un bouquin. Et que ça n'avait pas de véritable sens, sinon un sens symbolique, pour démontrer que l'implantation de la religion chrétienne venue avec la colonisation avait fait beaucoup de mal à l'Afrique. Et que dans la démarche de Togui Zewuto, il était question de demander aux Africains de revenir sur leurs croyances, sur leurs traditions, sur la force de nos traditions. Il s'avère que entre-temps, il y a eu des provocations à gauche et à droite entre un autre pasteur. Il devait se retrouver pour faire un duel entre Togui Zewuto et ses fétiches, et ses divinités vaudou, et le pasteur qui donc devait invoquer le sang du Christ, etc. Mais on a convoqué Togui Zewuto à la brigade, la gendarmerie, au service de renseignement, ainsi que 9 de ses adeptes, et ils ont été incarcérés. Et là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est: est-ce que ça veut dire que l'État, l'appareil d'État, est en train de soutenir l'Église chrétienne au détriment de nos traditions? Parce que les gens invoquent le fait que beaucoup de pasteurs vont brûler des fétiches, beaucoup de pasteurs invectivent les croyants de la religion, les croyants des pratiques traditionnelles, et on ne leur dit rien. Mais que parce que celui-ci a attaqué la foi chrétienne et a brûlé sur Facebook dans une vidéo qui a été partagée, largement relayée, on l'a accusé de troubles à l'ordre public et on l'a emprisonné. Avant de revenir sur l'interprétation qu'on peut avoir sur le sujet, laissez-moi vous dire que vis-à-vis de la loi, il peut être imputable vis-à-vis de la loi. Pourquoi il peut être imputable? Parce que sa vidéo, d'une manière ou d'une autre, incite d'autres personnes à s'attaquer à d'autres parce qu'ils ne partagent pas les mêmes croyances. Il a porté des accusations ouvertes sur ces religions-là et ça peut induire les gens en erreur, inciter les gens à s'attaquer aux églises, aux évangélistes, etc. Et que cela peut être source de troubles dans la société. Et donc, la vidéo ayant été relayée et étant véritable et connue des autorités, cette vidéo peut être citée comme preuve de tentative de troubles à l'ordre public. Cela ne veut pas dire que l'État prend position par rapport à l'Église contre la tradition. Cela veut juste dire que l'État, le ministère de l'Intérieur, qui est le garant des cultes, estime que dans l'acte posé par Togui Zewuto, il est question d'incitation au trouble à l'ordre public et que c'est ça qui est condamné. Ça, c'est ce que la lettre peut dire. Maintenant, dans les faits, est-ce qu'il y a une tentative de faire penser qu'il est préférable de croire en Jésus, de partir dans les églises
plutôt que de croire dans les forces de nos traditions ou dans les pratiques de nos traditions, la question de la laïcité ne se pose pas justement parce que le vaudou n'est pas une religion. On parle de laïcité quand on parle de séparation de l'État et de la religion. Mais le vaudou est une pratique, une démarche spirituelle, traditionnelle. Ce n'est pas une religion. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois dans des lives précédents qu'il faut qu'il y ait un porteur de message, une divinité connue et une promesse pour que on parle de religion. Ce n'est pas le cas du vaudou. Donc, la question du vaudou peut ne pas être interrogée ou interpellée dans la discussion autour de la laïcité parce que le vaudou n'est pas une religion. L'État peut, sur le principe de la laïcité, se démarquer de l'islam ou se démarquer du christianisme, ou du judaïsme ou de l'hindouisme, qui sont des religions. Mais, comme le vaudou est une démarche spirituelle qui est basée sur des pratiques traditionnelles, la loi n'agit pas sur ce phénomène-là. Ce qu'il y a, c'est que dans l'acte posé, dans la démarche de Togbu Zewutor, on peut lire une incitation à se révolter contre l'Église et les églises. Et ça peut poser problème et ça peut être interprété comme tentative de trouble de l'ordre public et c'est condamnable. Dès là, je vais dire ton nom dans le live. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que la reconnaissance ou l'acceptation des pratiques traditionnelles peut créer des préjudices dans la société parce que nous savons tous la puissance et la force qu'on peut retrouver dans ces pratiques-là quand l'Église et tout le bruit qui est fait autour ne crée pas de formidables décharges d'énergie en vérité. Si les gens vont aller dans les églises, vont parler de la force du Saint-Esprit, du sang de Jésus, de tout ça, mais le vaudou pratico-pratique, c'est autre chose. Et les autorités peuvent avoir un intérêt à ce que ça ne se divulgue pas. Je suis convaincu que dans ceux qui ont choisi de condamner Togbu Zewutor, il y a beaucoup qui sont adeptes des pratiques traditionnelles underground. Mais ils ne vont pas l'admettre ouvertement. Ils ne vont même pas inciter les gens à le faire ouvertement parce que il va y avoir un peu trop d'énergie dans la société. Et donc, il est préférable que les populations qui sont gouvernées selon le schéma du colon restent gouvernables et la religion y participe énormément. Donc ça ne va pas dans l'intérêt de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont un pouvoir hérité de la colonisation, qui ont construit un État basé sur la colonisation, sur les exemples de la colonisation, et qui donc, avec l'Église, quand on te gifle sur une joue, tourne l'autre joue, etc., et dans tout ce que l'Église enseigne, soyez pauvres, les pauvres hériteront du royaume des cieux, tout ça, ça n'arrange pas ces gens de favoriser les pratiques traditionnelles, et donc systématiquement, ils peuvent vouloir l'interdire, même si eux-mêmes sont les premiers adeptes de la chose. Donc, tout ça pour expliquer que, dans l'approche de Togbu Zewutor, c'est totalement légitime pour lui de dire « Je défends mes traditions, je défends mes croyances à moi parce que ceux-là n'arrêtent pas de m'attaquer alors que c'est des mensonges. » Il a brûlé un livre qui reste un symbole, mais il a quand même brûlé que du papier. Mais dans son discours, dans ce qu'il a fait et raconté, effectivement, c'est dangereux. Parce que des fanatiques ou des gens peuvent se lever. Des gens peuvent se lever et aller réagir, attaquer les églises, attaquer les pasteurs, etc. Mais même les pasteurs sont coutumiers de ces faits-là, d'aller dans les couvents pour aller chercher un peu de force et ceci et cela. Et ces pasteurs, on les connaît. On connaît comment nos autorités, les directeurs de société, tout ça, sont aussi fréquents dans nos couvents, dans les couvents et tout ça. Mais malheureusement, ce ne sont pas des choses qui sont ouvertement admises. Et
si on n'arrête pas des initiatives comme celle de Togbui Zewutor, ça peut proliférer et ça peut créer des troubles dans la société. Il est important pour l'État, soi-disant laïque, ou l'État tel qu'il est constitué, il est important pour eux de conserver une certaine tranquillité dans la société, et la démarche de Togbui Zewutor ne va pas vers là. Parce que si les Africains se lèvent aujourd'hui pour dire « nous allons favoriser nos traditions, nous allons favoriser nos pratiques traditionnelles, nos forces endogènes », ça peut créer beaucoup de bouleversements parce que l'Afrique, les Africains véritables vont peut-être se réveiller contre l'ordre établi. Et il ne faut pas que ça arrive. Maintenant, Togbui Zewutor, pour avoir fait une vidéo, a donné une preuve matérielle et palpable à des autorités qui peuvent, sous prétexte donc d'incitation de troubles à l'ordre public, peuvent le condamner et c'est ce qui a été fait. Maintenant, il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que on continue ainsi d'indexer ce qui fait la richesse de l'Afrique pour mettre en avant ce qui n'est pas africain comme le christianisme. On ne peut pas continuer dans nos États africains à vouloir que les choses changent, à vouloir que les pays aillent de l'avant si nous n'arrivons pas à trouver notre identité, à nous ressourcer nous-mêmes dans les forces qui sont les forces de nos territoires. Mais comme ces territoires ont été vendus, comme ces territoires ont été bradés, ont été sacrifiés, comme les populations ont été esclavagisées, ont été mis dans des contextes d'obéissance, il arrive malheureusement que pour l'État, c'est plus important de garder le calme que de promouvoir ce genre de choses. Quelle est la leçon à tirer? D'abord, il faut comprendre que oui, on peut avoir nos croyances, on peut avoir nos pratiques traditionnelles, mais les réseaux sociaux ne sont pas le lieu pour venir pousser les gens à des réactions. Avant d'arriver à la compréhension du rejet de la Bible, il y a une démarche. Parce que nous avons tellement été formatés dans ça, dans ces croyances, dans le christianisme, dans le Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons été tellement formatés qu'il est difficile aujourd'hui pour nos enfants, pour les populations, pour beaucoup de gens, de couper ce cordon ombilical qui nous lie à la religion chrétienne et d'aller chercher notre propre identité et d'aller se découvrir soi-même d'une manière ou d'une autre. Nous, ici sur Apéro Conversation, ce qu'on fait, c'est de même vous expliquer que la démarche chrétienne n'est pas contre nos traditions et nos enseignements séculaires. Nous arrivons souvent à mettre en lien certaines choses que l'on fait dans nos traditions, qui sont citées dans la Bible, pour vous ouvrir les yeux, vous faire comprendre que, à la base, il n'y avait même pas de religion, il n'y avait que des pratiques vis-à-vis des forces de la nature. On a longtemps cité Abraham, Moïse, Jacob, qui versaient de l'huile, qui faisaient des sacrifices et tout ça, etc. Ce qui est exactement ce qui se passe dans nos traditions. Et même, je l'ai dit plusieurs fois, et j'interpelle quiconque de me contredire, même Jésus-Christ, dans l'évangile, a été au fait de ces choses, de ces pratiques traditionnelles-là, parce que, pour citer comme exemple, quand il est né, on a sacrifié des tourtereaux au temple. Pour la Pâque, il a demandé qu'on sacrifie une bête là-bas. Ce n'est qu'après lui que la religion chrétienne a été inventée. Et le premier à avoir utilisé le terme, c'est Saint Paul, qui même était d'abord un agent de l'État romain. Alors, c'est vrai que, mais là malheureusement, je ne sais pas comment on va faire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit derrière, j'essaie de parler fort pour que vous puissiez m'entendre. Mais là, attendez. On va mettre un peu de musique. J'arrive. Je vais aller demander un peu de calme, je reviens.
Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de lumière du tout ici dans ton bureau. Alors, je déménage. J'arrive, je vais chercher mon alcool, je reviens. Ah, c'est bon. Alors, je suis allé squatter la chambre de... Alors, j'ai dû partir pour aller squatter la chambre d'un de mes neveux pour pouvoir continuer à faire ce live. Oui, c'est vrai. En fait, c'est parce que je suis pas à la maison et quand j'ai vu l'heure, ça me prend 30 minutes pour rentrer. Et je me suis dit, si je dois commencer, je commence à 17 h. Et il faut que je sois là. Peu importe le lieu, on va toujours échanger. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à Togwizeuta. Juste dire que ce que ça donne comme enseignement, c'est que nous devons travailler nous-mêmes à changer les mentalités sans forcément tomber sous le coup de la loi. Ils ont voulu faire, comment on appelle ça, ils ont voulu poser un acte symbolique très fort et très puissant et ils sont malheureusement tombés sous le coup de la loi et c'est ça qui est dangereux. Maintenant, dans l'analyse de la position de l'État, comme je vous l'ai dit, l'État est laïque, mais l'État n'aime pas le trouble. L'État peut interpréter cette vidéo-là comme étant... tirer les rideaux. Oh là là. C'est bon comme ça? Mais la qualité de l'image n'est pas bonne du tout, ça j'avoue. Mais je suis vraiment désolé. Hein, j'avais besoin d'un samedi, mais je voulais pas partir en congé. Mais là, là on va faire ça un peu vite. C'était ça le sujet de Togwizeuta. Et ce qui s'est passé, c'est que effectivement, ces dirigeants-là, qui eux-mêmes sont fréquents dans les couvents, chez les boconons, chez les charlatans et tout ça, pour se maintenir à leur poste, ces gens qui sont qui fréquentent tous les couvents possibles, qui vont chercher tous les fétiches possibles, ce sont eux qui sont en train d'accuser quelqu'un de venir revendiquer son appartenance à cette croyance-là et surtout combattre ce qui détruit même l'identité de l'Afrique, c'est la religion chrétienne. Cette religion chrétienne a été imposée par le christianisme. Et j'ai un vieil ami qui disait que les Blancs n'ont pas aimé les Africains, les Noirs, pour leur apporter quelque chose de bien. Et que si la Bible était quelque chose de bien, eux-mêmes ne l'auraient pas renié dans leur propre civilisation. Il est clair qu'aujourd'hui, le Christ que nous revendiquons, nous, les Noirs et les Africains, même les Noirs aux États-Unis, tout ça, nous revendiquons le Christ. Mais en Palestine, il n'y a pas question de Christ. En Europe, à Rome et tout ça, en Italie ou en France ou toute l'Europe occidentale, on ne parle pas de Christ. On ne parle pas de Christ. Les gens s'en foutent. Au Québec, ici, les jurons sont les mots de l'Église.
Quand on t'appelle mon petit Chris, ça veut dire que t'es comme un enfoiré, un salopard. Quand les jurons québécois, du français québécois, sont des jurons qui sont bâtis avec des éléments, des mots et des expressions de l'Église. Tellement ces gens ont renié et rejeté l'Église, alors que c'est cette Église-là qui les a quand même sauvés de la guerre avec les anglophones. Vous voyez? Donc, ici, quand on dit vierge, quand on dit hostie, quand on dit sacrament, tout ça, ce sont des jurons. Alors que pour nous, c'est des mots sacrés. Donc, si l'Occident, si les Blancs eux-mêmes ont renié l'Église, alors que c'est cette Église, cette civilisation judéo-chrétienne avec l'Empire romain qui a bâti leur civilisation, pourquoi nous les Africains, nous rejetons ce qui a bâti nos civilisations, ce qui a construit notre identité pour nous approprier autant de ce qui n'est pas de nous? La chose est que ce dont parle la Bible, nous connaissons cela. Les pratiques de l'Ancien Testament, les enseignements de l'Ancien Testament, les règlements de l'Ancien Testament sont connus des Africains parce que ça vient de nos traditions séculaires, nos traditions qui remontent à des années et à des années. Donc du coup, nous nous retrouvons dedans simplement, sauf que on refuse maintenant de faire la pratique pour rester sur la lettre. La lettre, c'est ce que l'Église nous dit. L'Église est intermédiaire entre nous et Dieu, et nous nous en remettons entre les mains des pasteurs et entre les mains des prêtres, et nous ne cherchons plus. Alors que l'histoire de Jésus démontre qu'il y a une démarche personnelle à faire vis-à-vis de la divinité. Quand il est parti dans le désert pour se retrouver, il est parti se retrouver avec les forces qui l'entouraient. Quand il a été plongé dans l'eau, le baptême, vous connaissez toutes les cérémonies que les gens font autour de l'eau, comment les gens sont immergés dans l'eau, comment les gens vont chercher de l'eau de mer ou de l'eau du lac pour se purifier, ainsi de suite. Donc il y a ces sacrifices-là qu'on fait en Afrique, que les Jacob, les Abraham et les Moïse ont recommandé dans leurs livres, Lévitique, Nombre, etc., etc. Nous, on continue de le faire, sauf qu'aujourd'hui, nous considérons que ça relève du diable, parce que le blanc nous a dit, avec la colonisation, que cela relève du diable. Et que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est le signe de croix, c'est de dire que Jésus va nous sauver, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous fermons les yeux, Jésus revient bientôt nous juger. Donc il ne faut pas qu'on cherche la richesse, il ne faut même pas qu'on protège nos richesses. Mais ce sont ces mêmes blancs-là qui viennent arracher nos richesses, qui imposent les injustices dans nos pays. Parce que eux, ils ont renié l'Église, ils ont renié la foi. Mais nous, on les laisse faire au nom de la foi. C'est ça qui est contradictoire. Maintenant, sous prétexte de tentative ou d'incitation au trouble à l'ordre public, ce qui se passe, c'est que, malheureusement, on va incarcérer un Togbu Zéouta pendant que les pasteurs William et consorts peuvent continuer à dire tout ce qu'ils veulent sur nos prénoms traditionnels, sur nos liens familiaux, sur nos ancêtres qui ne leur ont rien fait, sur nos traditions dans nos villages qui datent de plusieurs années, qui sont le fruit non d'une invention ou d'un texte écrit, copié ici et là, mais qui sont le fruit d'expériences de nos ancêtres, avec leur territoire, avec les forces des territoires, avec des divinités qu'ils ont rencontrées, qui leur ont montré le chemin. Ces pratiques-là qui fondent nos sociétés, nous les rejetons pour être sur la lettre de ce que nous ne connaissons pas, de ce qui a été complètement dénaturé et qui nous a été vendu et auquel nous nous accrochons malheureusement. Donc c'est ça la leçon de l'histoire de Togbu Zéouta. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est l'anniversaire de Kominya Simbe. C'est lui qui disait que c'est lui qui a dit qu'il avait comment on appelle ça? Qu'il avait son anniversaire, donc on va jouer de la musique pour lui. Je cherche un son là, fort là pour mettre. Attendez. C'est à cause des histoires de couper les sons des vidéos des gens sur Facebook que finalement,
pour jouer même des sons là, on réfléchit 10 000 fois pour savoir quelle musique choisir parce que je veux pas qu'on coupe ça. Mais bon, anyway. Alors, Monsieur Nyasingbe, on va souhaiter joyeux anniversaire à Paparam. Les tout fans, je joue plus, hein. Parce que les tout fans, quand je joue les tout fans, je tombe toujours sur des... Attention, on va couper ta vidéo. Bon. On va mettre école. On met les cœurs, on met les cœurs. Olivier Kamazi, Amadou Djabi, Aristide Alibou, à Cotonou. Tendons la main. Madame Caroline Mouchingue, la dame au grand cœur, la beauté et la classe. Le sénateur Sylvestre Mouchingue, le PDG au Cameroun. Maître Manik Zekere Kamuzuna Kindiye, Junior Mukuna Maître Toro, champion SN à Cape Town. Sick Boy, Manta Malion, le saison Yarsan. Cédric Niakovic, DJ Merco, Master Virus. C'est ça qui m'a. Boogie Black. Alors, les chansons de Fally des Congolais, ça dure 15 minutes. On va attaquer encore un autre sujet que j'avais en point d'information aujourd'hui avec vous parce que c'est vrai que j'ai dit, il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... On n'est pas en train de partir vers quelque part, on va prendre différents sujets d'actualité, on va discuter. Merci de rester là, merci de partager cette vidéo. Nous allons parler maintenant de Monsieur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ce que je remarque souvent avec nos réactions sur les réseaux, nos réactions sur les médias en tant qu'Africains, c'est que nous sautons beaucoup dans les conclusions. Effectivement, la semaine dernière, Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Et tout le monde a commencé à sauter de joie parce que oui, il a été condamné, enfin, c'est le karma, il a tué Kadhafi, voilà, que maintenant il a été condamné, etc., etc. Écoutez, Nicolas Sarkozy a été condamné sur le papier. Mais ce sont des peines de principe. Ce sont des peines de principe. Pour prouver ou faire croire aux gens que tout le monde est justiciable, peu importe son statut. Mais en vérité, tous ces hommes politiques-là ont fait des condamnations, mais qui ne sont pas commuées en peine véritable. On n'est pas capable de convertir ces peines-là
en des peines de prison, pardon, avec enfermement, tout ça, là, c'est des histoires. En plus de ça, aussitôt que la condamnation est sortie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interjeté appel. C'est-à-dire qu'il a demandé qu'un autre tribunal, qui n'est pas un tribunal de première instance, juge l'affaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la condamnation est caduque, à moins d'être confirmée en appel. Et là encore, il peut faire un pourvoi en cassation. Et le temps de la procédure va tellement durer. Ça va tellement faire des histoires, ils vont tellement faire des reports sur des reports sur des reports que on n'est pas sûr qu'on le menotte véritablement et qu'il rejoigne une prison comme Fleury-Mérogis, comme tous les autres noirs qu'on attrape à gauche et à droite pour des oui et des non et qu'on enferme véritablement. Mais en Afrique, dès qu'on a appris l'information, les gens ont commencé à sauter de joie, à jubiler, comme si Nicolas Sarkozy allait véritablement se retrouver en prison. Ce qui n'est absolument pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné pour corruption et trafic d'influence. L'affaire, c'est le financement illégal de sa campagne électorale de 2007. Et lui, pendant le traitement de l'affaire, pendant que l'affaire était en justice, parce qu'on l'a accusé d'avoir financé illégalement sa campagne de 2007, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son avocat, il a pris une ligne, il prend un pseudo, Paul Bismuth, et il a appelé son avocat et lui dit, écoute, si on trouve un juge qui travaille à la cour et qui est capable de nous donner les éléments du dossier pour savoir qu'est-ce qu'ils ont contre nous, ça va nous permettre de nous préparer pour la défense. Et que s'il y a un juge qui fait ça, ce qu'il va faire, lui, en tant qu'ancien président, c'est d'activer ses réseaux pour que le juge, puisse trouver une place à Monaco et qu'il ait une promotion. Vous savez tous que quand à Monaco, c'est la belle cité, c'est au bord de mer et tout ça, et puis c'est la principauté, et puis c'est forcément bien payé et tout. Donc lui, il a fait une promesse pour qu'on aille chercher des dossiers auxquels il n'a normalement pas accès, pour que lui puisse se préparer pour sa défense. Et alors que à ce moment, il était sur écoute, lui et son avocat, et les juges ont fait des enquêtes pour trouver qui était leur contact au sein du tribunal. Et donc, pour avoir fait ça, trafic d'influence, tentative de corruption, on l'a condamné. Parce que ce sont des méthodes qui ne sont pas des méthodes correctes. Alors, les réactions de Sarkozy et de la droite française sont exagérées. Ils ont commencé à crier non seulement à la justice politique, ils ont commencé à crier que c'était orienté. Il est même allé il est venu à la télévision française, hein, comme toujours, pour venir faire son show. Il a fait un show, il s'est victimisé. Les gens ont commencé à crier que les juges sont politisés, ils sont en train de vouloir s'attaquer à lui. On veut l'empêcher d'être candidat pour les prochaines échéances de 2022, blablabla, et tout ça, tout le cirque qu'on sait qu'il est capable de pouvoir faire à chaque fois. Mais là où moi, ça vient me chercher, au-delà du fait que quand même c'est un ancien président et que... Mais il y a tellement d'affaires sur son dos que on sait tous qu'il n'a pas de réputation, que sa réputation n'est pas la meilleure. Mais c'est quand même un ancien président. Par principe même, en tant que président, il doit être un modèle, il ne doit pas être mêlé à autant d'affaires. Mais malheureusement, il s'est tellement compromis dans différentes situations qu'il est tout le temps avec des rendez-vous à la justice, etc., etc. Il a perdu toute crédibilité. Mais là où les Africains vont commencer à sauter de joie pour des peines qui n'existent pas, parce que Sarkozy n'ira pas en prison. Pas demain en tout cas. Parce qu'il a interjeté appel et donc cette condamnation est caduque. Il faudrait maintenant qu'il y ait une confirmation au niveau de la cour d'appel. Et même après, il a encore la possibilité de faire un pourvoi. Donc il peut traîner la procédure encore 10 ans, 15 ans. Ok? Donc il n'ira pas en prison. Pendant ce temps, il continue d'avoir ses émoluments d'ancien président, il continue de faire ses affaires avec le groupe Accor, il continue de faire ses conférences à 100 000 euros, etc., etc., etc. Donc, nous, on se réjouit pourquoi? Les Africains se réjouissent pourquoi? Les Africains sont tout le temps en train de sauter dans des conclusions, à faire croire ou à croire que quelque chose de formidable arrive et que c'est peut-être le bon Dieu qui est en train de les venger ou quelque chose de formidable leur arrive. Ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Et ce qui se passe à la justice française, comme le cas de Bolloré qu'on a vu la dernière fois, ce ne sont pas des cas, ce ne sont pas des choses, qui vont avoir une incidence sur notre façon de voir nos pays ou de diriger nos pays.
nous avons des problèmes dans nos pays sur lesquels nous devrions nous concentrer et que la condamnation d'un Bolloré ou la condamnation d'un Sarkozy ne change pas la nature des rapports que la France entretient avec nos pays. Que ce soit la gauche qui est au pouvoir ou la droite qui est au pouvoir ou l'extrême droite, même si vous voulez, il y a un rapport entre la France et nos pays qui est un véritable frein à notre développement. Et c'est ça qu'il faut arriver à régler. C'est ce rapport-là qu'il faut arriver à déraciner dans nos pays africains. Il n'est pas question de se réjouir parce que, par exemple, aux États-Unis, les démocrates sont au pouvoir. Ça n'a jamais rien changé. Les démocrates sont au pouvoir aux États-Unis depuis les années de la colonisation, les indépendances et tout ça. Ça n'a rien changé. Au Togo, quand on a voulu assassiner le président Sylvanus Olympio, il a fui à l'ambassade américaine. Mais l'ambassadeur américain a appelé l'ambassadeur français pour lui dire « Sylvanus est avec moi » et c'est lui qui a dit aux rebelles que Sylvanus était dans la voiture de l'ambassadeur. Et c'est comme ça qu'ils ont non seulement violé le sol américain, le sol diplomatique américain pour aller chercher Sylvanus, ils ont pris... C'est du folklore, exactement, c'est ce que Gertrude est en train de dire. Tout ça, c'est du folklore. Les Américains, la droite, les démocrates ne sont pas si démocrates que ça ou ne sont pas si importants que ça pour changer la donne. Pas du tout. La gauche française a des intérêts, certes, elle est peut-être sociale ou ceci ou cela, mais la gauche française ne change en rien les rapports avec les pays africains. Il ne change absolument rien. Le gouvernement de Hollande n'a pas changé les rapports avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal ou peu importe. Parce que la France a des intérêts. Et si la France a des intérêts pour les Français, s'il faut que nous, on meure en Afrique pour qu'eux ils puissent allumer la tour Eiffel, ils le feront. C'est ce qu'ils font. Ils vont chercher l'uranium au Niger. Le Niger n'est absolument pas développé. On parle de famine, on parle de ci, on parle de ça. Mais c'est l'uranium du Niger qui allume les foyers en France, qui éclaire les maisons en France. Donc, nous avons de véritables problèmes à régler dans le format de relations que nous entretenons ou que nos États entretiennent avec la France. Et c'est ça qu'il faut qu'on questionne. C'est ça que nous devons régler plutôt que de nous réjouir de ce qui arrive à certains individus comme Vincent Bolloré ou comme Nicolas Sarkozy. Et ce qui leur arrive, c'est véritablement un théâtre parce que ça permet aux gens de parler, de jubiler, de croire que, alors que fondamentalement, ça ne change pas ce qui se passe dans nos pays. Et donc, nous avons à ouvrir les yeux davantage. Avant de se réjouir que Sarkozy est condamné, donc Kadhafi est vengé, allons savoir si Sarkozy ira véritablement en prison. Le jour où l'appel a été, la décision a été prise, qu'il était condamné pour 3 ans de prison, il est sorti gaillardement, il est allé chez lui, il a dormi avec sa femme. Il a dormi avec sa femme. Pendant ce temps, il se passait quoi dans les autres pays francophones? Il se passait quoi au Sénégal? Vous voyez? Donc, on jubile trop vite. On saute sur des choses. On va croire que il se passe des choses tellement formidables en France. On est tout le temps en train de regarder vers la France. On est tout le temps en train de regarder vers le folklore qu'il y a en France. Mais quand est-ce que nous allons nous lever, nous, pour nous opposer à ce fonctionnement de nos États avec la France qui ne nous donne pas de véritable indépendance? Quand est-ce que nous allons véritablement nous réveiller en Afrique pour se faire interpeller sur des vraies choses, sur des vrais sujets, plutôt que de dire Sarkozy a réussi. Sarkozy est un ancien président de la France. Il a toujours le traitement d'ancien président, même s'il est dans différentes affaires au tribunal. Ça se passe entre eux là-bas. Mais nous, en tant qu'Africains, nous, nos journalistes africains, est-ce qu'ils ne peuvent pas faire l'effort d'aller regarder pourquoi est-ce qu'il a été condamné, comment est-ce que la peine va être commuée, plutôt que de venir faire des statuts sur les réseaux sociaux pour nous faire croire qu'il se passe quelque chose, que Kadhafi est vengé ou quoi que ce soit? On se trompe. Et on se trompe à chaque fois de combat. Et c'est ce qui est arrivé la dernière fois, je l'ai dénoncé ici par rapport à Vincent Bolloré. Nous nous jetons dans des conclusions, et ces conclusions-là, ça marche pas. Bon,
comme j'ai appelé le nom de Della plusieurs fois, je vais lui faire une dédicace parce que si vous savez ce qu'elle a préparé tout à l'heure là, on a bien mangé. Hein. Dédicace. Dédicace de Monsieur Couillot Mignon à Madame Della. Dédicace à King Nee. Parlons maintenant de Monsieur Ousmane Sonko. Allons au Sénégal, au pays de la Teranga, où il se passe depuis quelques jours des troubles dans la vie publique et on dénombre déjà 4 morts et je ne vous parle pas des dégâts occasionnés par les manifestations qui ont lieu en ce moment à cause de quoi? À cause de l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Il était candidat aux dernières élections présidentielles, je pense en 2019, et il est arrivé 3e, après Macky Sall qui a gagné au premier tour, et Idrissa Seck qui était 2e, et Ousmane Sonko qui était 3e. À l'époque, il avait 44 ans, il était fraîchement député, et il avait été considéré comme le candidat de la jeunesse, parce qu'il était jeune, et qu'il abordait ouvertement certains sujets tels que le franc CFA, tels que la relation dont on parlait tout à l'heure avec la France. Et il parlait, et dans ses meetings, il disait à la jeunesse qui venait l'écouter qu'il était temps que l'Afrique se réveille et que la jeunesse prenne sa part de responsabilité. Et donc, on sait tous que Macky Sall a été réélu, qu'il n'y a pas eu de 2e tour, etc. Et récemment, il y a peut-être moins de 3 semaines, une affaire de mœurs a impliqué Monsieur Ousmane Sonko, accusé de viol, ou même de tentative de viol plutôt, parce qu'effectivement, on essaie de recouper les preuves jusque-là, accusé de tentative de viol par une masseuse. On a levé son immunité parlementaire pour qu'il puisse faire face à la justice. Quand j'ai appris ça, quand moi j'ai appris l'histoire de la masseuse, que j'ai regardé un peu les commentaires et les articles qui étaient écrits sur le sujet, la seule question qui ne sortait pas de ma tête, et je vais vous la partager cette question,
c'est quel est cet homme politique en 2021? Quel est cet homme politique qui, après Dominique Strauss-Kahn et l'affaire Nafissatou Diallo, prend encore le risque de se retrouver dans des situations compromettantes avec une femme? Quel est cet homme politique, avec ce qu'on est en droit d'appeler la jurisprudence DSK, va encore prendre le risque de se retrouver dans des situations particulières avec une femme? Une masseuse. Ousmane Sonko n'a pas de sœur. La femme d'Ousmane Sonko ne peut pas masser son dos. Ousmane Sonko ne peut pas aller chercher un masseur, un homme. Il va se retrouver avec une femme, apparemment belle d'ailleurs, parce que j'ai vu passer la photo de la femme. Elle a fait beaucoup de vidéos que je ne comprenais pas parce qu'elle parlait Wolof. Mais comment cela se fait-il qu'il va encore, lui, alors qu'il est présidentiable, il est numéro 3 sur l'échiquier de l'élection présidentielle au Sénégal, député, il va encore se retrouver dans un salon de massage pour être accusé de viol? Moi, après DSK, j'estime que il y a des risques à ne pas prendre. Si tu veux être président de la République dans un pays, à l'heure où il y a tellement de manipulations et de manigances qui sont possibles, tu prends tes précautions. Ça, c'est la question que je me suis posée. Mais alors, il s'est fait que, aussitôt, on a levé l'immunité du député Sonko. Et ça s'est fait très rapidement et c'est devenu suspect parce que le pouvoir s'est précipité pour influencer la mise en accusation de Sonko. Le pouvoir va dire quoi? Le pouvoir va dire, c'est un justiciable comme tout le monde. Et que s'il est accusé de tentative de viol, même s'il y a présomption d'innocence, même si ça peut être un complot ou un mensonge ou même ne serait-ce que une affaire d'extorsion de fonds ou quoi que ce soit, il faut qu'on le dépossède de son immunité parlementaire pour qu'il puisse répondre à la justice, parce que c'est ça l'exemplarité. C'est ça l'exemplarité. C'est-à-dire que on ne va pas lui garder son immunité présidentielle qui va empêcher qu'on puisse l'interroger dans une affaire de mœurs qui porte atteinte à la dignité même de la fonction de député. L'État va dire cela. Et l'État aura raison de dire que, rapidement, s'il y a eu cette histoire avec les dénonciations, les histoires, effectivement, il ne dit pas qu'il ne connaît pas la fille ou qu'il n'est pas allé au salon. Il est effectivement allé au salon, mais il dit qu'il n'y a pas eu de tentative de viol. Donc, on va dire, pour éviter que l'on dise après qu'il a été couvert par son immunité parlementaire, ou parce que c'est un puissant, un homme politique de premier plan, on l'a extrait d'aller devant la justice. Qu'est-ce qu'on fait? On a enlevé son immunité parlementaire pour qu'il puisse répondre à la justice. C'est vrai, ça s'est fait très rapidement. Vous savez, en politique, quand il y a un coup à prendre, il faut toujours le prendre. Parce que lever son immunité parlementaire, le voir devant la justice répondre d'une accusation de mœurs, comme celle-là, ça le décrédibilise et ça arrange l'opposition. Et ça arrange le pouvoir, pardon, même l'opposition d'ailleurs, parce que c'est un candidat de moins. Et en même temps, n'oubliez pas une chose, Macky Sall n'est peut-être pas encore candidat à un 3e mandat, il faut qu'il change la constitution pour cela. Mais dans son camp, des gens qui sont au pouvoir avec lui, il y en a qui se préparent et qui ne veulent pas avoir un Sonko sur le chemin qui avait déjà rassemblé 15% des suffrages aux dernières élections. Donc s'il y a moyen de le décrédibiliser, le jeu politique demande qu'on mette les moyens et qu'on fasse les choses rapidement. Donc normalement, lui-même aurait dû éviter de se retrouver dans ce genre de situation à risque 1. Et le pouvoir va utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour essayer d'éliminer des adversaires politiques. Ça se fait partout. C'est ce qui est arrivé à DSK. DSK, même l'affaire était arrivée aux États-Unis. Mais il paraît que quand Sarkozy, qui était président de la France à l'époque, qui craignait donc l'entrée en campagne de DSK, avait eu vent de l'affaire, il a demandé qu'on le menotte et que les médias le filment menotté. Et cette image a fait le tour, ça a créé un tsunami. Malheureusement, ça n'a pas servi à Sarkozy, ça a servi à Hollande. Mais tous les coups politiques sont bons à prendre. C'est ça le jeu politique. Maintenant, de quoi est-ce qu'on accuse Ousmane Sonko? Et qu'est-ce qui fait qu'il est
arrêté. Ils ont fait une entente avec l'intervention des religieux et on lui a recommandé d'aller au tribunal pour aller écouter l'affaire et pour que la justice fasse son travail. Sur le chemin du tribunal, une manifestation spontanée s'est créée et les partisans de Sonko ont commencé à manifester autour de lui et la foule a commencé à grossir. Le préfet de la ville de Dakar va venir devant le cortège et va demander à Sonko de changer d'itinéraire pour éviter les encombrements des voies principales de la ville. Le préfet est venu demander à Ousmane Sonko et son cortège de changer d'itinéraire pour éviter qu'on encombre les voies. Et Sonko a refusé. Sonko a refusé de changer d'itinéraire. Alors, pour une manifestation non autorisée, sur une manifestation spontanée, sur des voies principales, qu'on demande à cette manifestation ou à ce cortège-là, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens de marcher, d'éviter d'encombrer les voies principales et d'empêcher les autres de vaquer à leurs occupations, on leur demande de changer d'itinéraire, ils ont refusé. Le préfet les a fait arrêter pour trouble à l'ordre public. Sonko a été arrêté pour trouble à l'ordre public, juste pour une question d'ego ou pour calcul politique. Pourquoi ne pas changer d'itinéraire? En quoi est-ce que le fait de changer d'itinéraire va diminuer l'importance de Sonko ou l'importance de la mobilisation spontanée qui s'est faite en sa faveur? En quoi est-ce que le fait de changer d'itinéraire empêche Sonko d'avoir tous ses alliés avec lui et de marcher sur le tribunal accompagné d'une foule pour marquer sa force politique? Il a refusé. C'est une question d'ego, une question de calcul politique. Et parce qu'on l'a arrêté pour trouble à l'ordre public, ce qui est avéré, et parce que justement le pouvoir appuie aussi sur le champignon pour ce genre de choses, les manifestations ont coûté la vie à 4 Sénégalais. Et il y a eu beaucoup de destruction de biens publics. Et aujourd'hui, je vois sur beaucoup de profils, les gens disent, oui, Macky Sall est en train de préparer son 3e mandat, c'est pour ça que c'est important qu'il élimine Sonko, et que c'est ça la révolte, il faut que Macky Sall démissionne, etc. Moi, je me dis toujours une chose, c'est que les opposants doivent apprendre à respecter les lois dans la République. Si les opposants ne respectent pas eux-mêmes les lois dans la République, ils ne sont pas capables demain de les faire respecter quand ils seront aux affaires. Ce qui arrive, malheureusement, c'est que tout le monde n'a pas voté pour Sonko. D'ailleurs, il est arrivé 3e. Pour beaucoup de gens, c'est Idrissa Seck, le candidat de l'opposition, le chef de l'opposition. Beaucoup ont voté pour Macky Sall. Et donc, eux, Macky Sall, c'est leur champion. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas souffrir du fait que Sonko va occuper les voies principales pour une affaire de mœurs à laquelle il est mêlé. Et donc, toute autorisation dans les pays démocratiques, ça prend une autorisation. Je n'en disconviens pas. Il arrive à l'État d'utiliser les moyens d'État, surtout parce qu'ils sont au pouvoir, pour bloquer certaines choses ou pour faire ci ou pour faire ça. Je comprends. Mais la démocratie se base d'abord sur le respect des lois que les gens sont entendus, se sont entendus ensemble d'imposer et donc de respecter. Et les opposants ne sont pas au-dessus de la loi. Ce cas se pose généralement au Togo. À chaque fois que l'opposition veut faire une manifestation, il y a toujours une discussion sur l'itinéraire. Mais quand l'itinéraire est adopté et accepté par l'opposition, il se passe quoi? Il n'y a pas de trouble. La sécurité est garantie par les forces de l'ordre pour que l'itinéraire soit respecté. Et pendant 5 ans, Jean-Pierre Fabre et ses amis ont marché jusqu'à la plage tous les samedis sur un itinéraire connu, accepté de tous. Il n'y a pas eu de trouble. Mais effectivement, quand l'État vous dit ne passez pas sur les voies principales parce que vous ne pouvez pas, parce que vous avez votre opinion qui n'est peut-être pas l'opinion de tout le monde, vous ne pouvez pas l'imposer aux autres et que vous refusez, l'État exerce son droit de répression. Malheureusement, au Togo, effectivement, il n'y a pas la conception de ne pas tirer sur les populations qu'on a pu remarquer au Sénégal. Et au Togo, il se passe pas mal de bévues. Mais, quelque part, les opposants vont faire des calculs politiques, vont vouloir imposer leur façon de voir, mais vous n'êtes pas aux affaires.
et vous n'êtes pas la loi n'est pas en votre faveur. On va venir expliquer sur les réseaux sociaux que oui, le droit de manifester est dans la Constitution, le ci, le ça, machin, tout et tout. Les manifestations doivent être coordonnées. Les manifestations doivent être organisées. Et l'État, peu importe le parti au pouvoir, a l'obligation de faire respecter la loi dans le pays. Effectivement, il y a des abus. On conçoit qu'il y a des abus. Mais quelque part, j'estime que pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays, quand il est dans une situation comme ça, je pense que malheureusement, son calcul a été de dire non, qu'on est en train de lui imposer un itinéraire, pourquoi est-ce qu'on veut l'empêcher de se déplacer comme il veut, etc. Mais il y a une manifestation avec toi. Il y a une manifestation derrière toi. Il faut des fois qu'on puisse apprendre en tant que personne ou en tant que personnalité à avoir de la hauteur sur les choses pour faire les choses comme il faut. Aujourd'hui, il y a 4 morts. Ces morts ne sont pas de la famille de Sonko. Les 4 morts ont été perdus pour leur famille. Ont été perdus pour leur famille. Et ces gens-là ont perdu leur vie. Pourquoi? Parce que il y a une discussion d'ego entre le préfet qui dit ne passez pas par ici, passez plutôt par là, parce qu'on veut éviter ci, on veut éviter ça. Le préfet faisait son travail. Peu importe s'il était guidé par, je sais pas, des calculs politiques aussi, il fallait vivre. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, j'aurais estimé que, ça, non, même s'il fallait passer dans des petits quartiers, que la mobilisation se fasse de toutes les façons, mais que ça se fasse dans le respect de la loi et que personne ne perde la vie. Quand il y a des manifestations et qu'il y a des casses, que des bâtiments publics sont détruits, que des véhicules de l'État sont brûlés, ou que même des véhicules de particuliers sont brûlés, ce sont des drames qu'il faut réparer. Les bâtiments publics doivent être construits, et c'est de l'argent qui ne va pas dans l'éducation et dans la santé. Les biens privés doivent être remboursés ou peut-être pas, s'ils n'ont pas d'assurance, c'est fini pour eux. Et des gens qui ont peut-être mis beaucoup d'argent d'économie pour acheter leur voiture, sous prétexte d'une mobilisation de je sais pas quoi, on a brûlé leur véhicule. Et eux, ils vont se retrouver à pied. Personne ne va leur donner de l'argent pour acheter un autre véhicule. Les gens qui ont perdu leur vie sont morts pour leurs parents, leurs enfants, leurs frères et leurs familles. Pendant ce temps, Sonko reste candidat et sa famille reste à l'abri. Donc tout ça, moi je dis, il faut toujours qu'on aille regarder ce qui se passe. À la base, il aurait dû éviter d'aller dans un centre de massage, demander à sa soeur de le masser ou à son frère de le masser. Comme ça, il évite des attouchements et des histoires parce qu'on sait que c'est des choses qui arrivent. Ne serait-ce que parce qu'on va le reconnaître comme étant quelqu'un de connu et la fille va vouloir faire une extorsion de fonds. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que quand il y a une manifestation spontanée et qu'on dit changer d'itinéraire, ayez de la hauteur. Changez d'itinéraire, allez au tribunal. Laissez-vous accompagner par vos gens, même s'il faut passer dans des quartiers. Ça ne change rien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones sont là pour nous prouver qu'on ne peut plus cacher la vérité. Et les élections arrivent et on va voir son véritable poids dans les élections. On est au Sénégal, ce n'est même pas dans les autres pays comme les... je ne vais pas citer le nom des pays où les élections ne sont pas ce qu'elles doivent être. Donc aujourd'hui, malheureusement, ces gens sont morts pour des calculs politiques et c'est toujours les enfants, les jeunes qui sont sacrifiés à l'autel des intérêts particuliers.
Le live d'aujourd'hui, en plus, j'ai pas de wifi, j'arrivais pas à me connecter et j'utilise mes data de téléphone cellulaire. Donc ça fait plus d'1h13 maintenant qu'on est en direct sur Apéro Conversation. On voulait causer aujourd'hui, on avait des points d'information, je voulais répondre à vos questions, mais je vais finir rapidement avec Madame Rekia Madougou. Est-ce que vous connaissez Rekia Madougou? Je suppose que oui. Il se passe que Madame Rekia Madougou, qui était ancienne ministre du gouvernement de Yahi Boni et qui s'est présentée comme candidate aux élections de cette année, les élections présidentielles du Bénin, a été recalée. Oui, je viens d'apprendre aussi le décès de Ahmed Bakayoko, mais je ne sais pas si c'est confirmé, j'attends des confirmations. Je voulais en parler, mais quand j'ai eu l'information, je me suis dit, il vaut mieux ne pas en parler. Parce que les élections ont lieu aujourd'hui, donc il faut vérifier l'information, mais on en parlera certainement de ce monsieur, si jamais il n'est plus avec nous dans les jours à venir, en tout cas samedi prochain. Donc je voulais qu'on parle de Rekia Madougou, et je disais que elle a été recalée. Elle a été recalée pour les élections au Bénin. Elle est emprisonnée depuis 3 jours. Pour terrorisme. Elle aurait donné de fortes sommes à un ancien colonel, de fortes sommes d'argent, lui demandant d'assassiner quelqu'un, de créer le trouble au Bénin. Donc, elle est accusée d'être à la solde de ce qu'on a appelé des puissances étrangères. Rekia Madougou, ministre de la microfinance, de je sais pas quoi au Bénin à un moment donné, elle avait créé le Fonds national de la microfinance, qui est, disons, l'ancêtre du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, au Togo. Donc, l'histoire raconte qu'elle était venue au Togo, qu'elle a voulu implanter le modèle du FNM au Togo, et c'est ce qui est devenu le FNFI, et que le président de la République, Faure Gnassingbé, l'a fait intégrer son cabinet privé en tant que conseillère. Tous les conseillers du président en rang de ministre. Parce que effectivement, comme les ministres, ces gens font des conseils, des recommandations, ainsi de suite. Et donc, on prête à Rekia Madougou des relations avec Faure Gnassingbé, des relations de couple. On le leur prête, on estime qu'ils sont ensemble, qu'ils couchent ensemble. Et le jeune doyen des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, M. Faure Gnassingbé, étant un célibataire notoire, on ne peut pas lui reprocher d'avoir des relations avec des gens, avec des femmes. Maintenant, il est vrai, il est avéré qu'elle est impliquée dans beaucoup de dossiers au Togo. On l'a déjà vu à plein de manifestations. On a senti sa patte sur plein de dossiers, en termes de communication publique aussi, depuis 2015. Et elle est tout le temps dans les circuits du palais, etc., etc. Et elle est même intervenue dans la communication électorale pour 2015. Le soutien ouvert et affirmé du président Faure Gnassingbé à Rekia Madougou, ou les relations qu'on leur prête. Mais connaissant la fibre démocratique de Faure Gnassingbé qui est assez mince, il faut l'admettre, les Béninois et les Togolais reprochent à Madame Rekia Madougou de soutenir l'insoutenable à Lomé et de venir se couvrir d'un drap de démocrate au Bénin. Mais il faut regarder de près. Tantôt on nous dit qu'elle est emprisonnée, tantôt qu'elle est en résidence surveillée. Mais est-ce que c'est un véritable emprisonnement? Est-ce qu'on a véritablement des preuves qu'elle a voulu attenter à l'ordre public au Bénin ou qu'elle a donné de l'argent pour troubler la vie publique, la vie sociale au Bénin? Effectivement, il y a un député, Gbadamassi, qui est venu et qui a pris la parole, qui a dit qu'elle lui a proposé des fortes sommes d'argent, mais qu'elle ne veut pas trahir son pays. Et on ne sait pas, de fil en aiguille, elle avait été arrêtée lors d'une manifestation, une rencontre avec les forces de l'opposition où elle était présente, où elle a fait un discours en disant que elle fait peur au président, que les gens sont en train de s'agiter, mais que ce n'est que elle, machin, tout et tout. En tout cas, elle a galvanisé les foules en se présentant comme étant l'opposant de Patrice Talon.
Moi, la question que je me pose, c'est si effectivement elle est membre du conseil privé du président togolais, ou que même elle est la copine ou la concubine du président, maintenant qu'elle est arrêtée au Bénin, qu'est-ce que le président togolais peut faire? Est-ce que le président togolais peut appeler son homologue du Bénin pour lui dire « Libère ma copine, libère mon conseiller, t'as pas le droit, je suis pas d'accord ». Est-ce qu'on va assister à une guerre entre le Togo et le Bénin parce qu'il y a une histoire d'une femme qui a été emprisonnée illégalement ou je sais pas quoi? Anyway, quel est le véritable schéma de Patrice Talon? Parce que lui, il arrive, il dit « Oh, je vais juste faire un mandat, je suis un compétiteur né, moi je suis là. » Mais le compétiteur né, il a éliminé Sébastien Ajavon, qui a même récemment été condamné à plusieurs milliards à payer à l'État béninois, et il est en exil. Et Rekia Madougou qui arrive aussi, qu'on commence à arrêter ou quoi que ce soit, etc. Que se passe-t-il réellement? Ou qu'est-ce qui pourrait être en train de se passer? Non seulement Rekia Madougou a été viré du gouvernement par Yahi Boni, on lui a prêté des relations au Bénin avec Yahi Boni et même avec Patrice Talon, ce qui aurait été à l'origine de son éviction du gouvernement béninois. On lui prête des relations avec le président togolais, mais moi je me rappelle que quand Patrice Talon a été élu, il est venu au Bénin et il y a dû y avoir même des photos sur internet où le président Yahi Boni, l'ancien président, Patrice Talon avec qui il ne parlait plus, Faure Gnassingbé et Rekia Madougou ont pris le même avion et sont partis à Abidjan pour aller saluer Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce jeu politique qui est en train d'être mis en place au Bénin? Est-ce que aujourd'hui, d'abord Yahi Boni chasse Rekia du gouvernement quand il était président. Aujourd'hui, il crée un parti politique et c'est Rekia qui est la candidate du parti politique de Yahi Boni contre Patrice Talon qui était l'ami de Yahi Boni, qui est peut-être l'amant de Rekia Madougou ou je sais pas quoi, et puis Faure Gnassingbé qui est président du Togo. Il y a tellement d'histoires, tellement de suppositions qu'on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que par ce schéma, ce théâtre qui est en train de se jouer, on est en train de la positionner pour après Talon? Est-ce qu'on est en train de vouloir faire d'elle une figure principale de l'opposition au détriment d'autres qui sont peut-être plus méritants, qui ont peut-être plus de connaissances du Bénin, qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler sur le terrain, en train d'employer des Béninois, alors que elle vit sa vie de conseillère ou sa vie de concubine au Bénin, aux frais de l'État, au Togo, pardon, aux frais de l'État togolais? Quelle est sa véritable place sur le Bénin? C'est vrai, elle a déjà été ministre. Et alors? Qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? Est-ce qu'elle partage la vie des Béninois? Est-ce qu'elle est là dans les conditions des Béninois pour comprendre ce qui leur arrive? Il y a tellement de schémas politiques et on devrait toujours éviter de se réjouir de petites choses comme ça qui arrivent et on ne sait pas où est-ce que les gens là sont en train de vouloir nous emmener. Peut-être qu'elle est tranquillement au frais dans une résidence et que tout ça c'est un coup monté pour faire d'elle une espèce de personne avec une certaine place pour occuper une place vacante parce que on essaie de la positionner pour après Talon. Mais même, comment imaginer que le président du Togo va coucher avec une femme, si ça c'est vrai, c'est avéré, et cette femme va être présidente du Bénin? Ça tombe bien. On a perdu le Togoland au Ghana. Et la fille de Kufuor ne nous a pas permis de récupérer ce Togoland-là. Mais peut-être qu'on va pouvoir continuer à gouverner le Bénin depuis Lomé 2. Qui sait? Moi, ça m'a fait rire et ça me fait rire. Je ne me plaindrai pas pour Madame Rekia Madougou. Pas du tout. Ça m'intéresse pas. Non seulement, pas parce que je sais pas, je veux qu'on l'emprisonne ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Je trouve que malheureusement, et les faits sont avérés, elle s'est mêlée beaucoup de choses au Togo et ça n'a pas toujours été pour le bien. J'avoue que le FNFI a aidé certaines personnes, mais le schéma même du FNFI reste à être réélaboré pour qu'il soit plus efficace. Mais son intrusion dans les affaires togolo-togolaises a été tellement que ce n'est pas mon ami, pas du tout. Puis moi, c'est vrai, je peux avoir mon opinion sur la personne, mais ce n'est pas mon ami. De deux, si elle se mêle de politique et qu'il y a des faits avérés de tentatives de corruption ou de tentatives de terrorisme et qu'elle est emprisonnée, elle règle ça avec son président. Mais comme je dis, il y a des gens
qui méritent une certaine attention, on ne leur accorde pas. Ce sont des gens qui apportent de véritables changements, qui sont porteurs de véritables projets, des gens qui sont plus respectables, qu'on ne respecte pas, des gens à qui on ne donne pas leur véritable place, mais qu'on néglige, des vrais travailleurs, des vrais acteurs du changement en Afrique, qu'on ne célèbre pas. Et on célèbre des gens qui sont dans le facing, dans le storytelling, qui sont dans la mascarade au quotidien et qui ne sont même pas des gens crédibles. Parce que justement, il y a des choses qui se passent au Togo qu'on peut questionner. Et donc, si ces mêmes choses vont se passer au Bénin, malheureusement, tu ne peux pas donner des leçons. Malheureusement, elle ne peut pas donner des leçons. Je ne pense pas que les gens n'ont pas à soutenir des pouvoirs comme celui de Faure Gnassingbé ou quoi que ce soit. Moi, il y a un moment, j'étais là-bas, même jusqu'à aujourd'hui, je trouve que dans l'échiquier politique togolais, Faure reste la meilleure personne, malheureusement, parce que c'est le seul à avoir des leviers pour changer des choses. L'opposition n'est pas capable de travailler comme il faut, l'opposition n'a pas les moyens et l'opposition nous met plus dans des problèmes que ne change la situation. Mais malheureusement, Faure ne fait pas toutes les choses qu'il faut faire. Peut-être que son pouvoir tient sur cela, mais quand je regarde le fonctionnement de Rekia Madougou et j'entends ses discours, qu'elle écrive des livres sur l'empowerment féminin ou ce genre de choses-là, il faut arrêter. Il faut absolument arrêter de se foutre des gens. C'est quoi le mérite pour parler de pouvoir des femmes ou quoi que ce soit? C'est de quitter son foyer et d'aller s'asseoir dans la résidence du Bénin là-bas et puis être conseillère et on te prête des relations avec les chefs d'État, avec les patrons et tout ça. C'est ça l'empowerment féminin, il faut arrêter. Il faut absolument arrêter à un moment donné. Tu as beau écrire un livre, il y a des gens qui écrivent des livres avec des contenus plus éducatifs, des contenus qui travaillent sur la transformation, on ne parle pas d'eux. Mais là, vous prenez les moyens publics dont vous avez comment on appelle ça, dont vous avez le monopole, vous accédez à des montants faramineux pour très peu de travail accompli, et puis vous passez sur les médias pour raconter votre évangile à un moment donné. C'est tellement triste, tellement petit, qu'avec des gens comme ça, on n'est pas capable de construire une Afrique qui soit capable de changer la situation de vie de ses enfants. On n'est pas capable de construire l'Afrique où des gens vont se lever sans forcément être des fils d'eux ou avoir des liens de parenté avec des gens. Des gens vont se lever sans se compromettre et ils vont arriver, ils vont réussir. Parce que la chance est pour tout le monde. Et que mais tant que des gens vont être célébrés, pas parce qu'ils ont du mérite, mais parce qu'ils se sont placés au bon moment, peu importe les moyens avec lesquels ils se sont placés. Quand on va célébrer des gens comme ça, moi je ne vais jamais me plaindre s'il leur arrive quoi que ce soit. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça ne m'a pas dérangé un seul instant quand on a arrêté Faure Gnassingbé. Parce que ce qu'il a fait, quand il était au pouvoir, quand il avait le pouvoir, on le sait. Ça ne m'a absolument pas dérangé quand on a arrêté Pascal Bojona. Ça m'a touché une couille sans bouger l'autre. Parce que c'est pas des gens, quand ils ont eu les moyens de changer des choses, ils ont fait quelque chose. Donc, quand vous êtes vous-même acteur d'injustice, vous êtes vous-même participant d'injustice, participant des mauvaises choses, des mauvais comportements, quand cela vous arrive, c'est tant pis pour vous. Il y a des gens véritablement qui souffrent de l'injustice. Il y a des gens véritablement qui sont emprisonnés pour des fausses accusations parce qu'on ne veut pas qu'ils s'élèvent, parce qu'on ne veut pas de leur exemple dans la société. Des gens sont persécutés véritablement. Et moi, je ne peux pas venir, malheureusement, soit me réjouir ou même me plaindre de la situation de Madame Rekia Madougou. Je m'en fous, c'est un non-événement. C'est absolument un non-événement. Et moi, je le dis tel quel, j'en répondrai s'il le faut, mais c'est un non-événement. Je trouve qu'on donne trop d'énergie à tout ça. On concentre un peu trop d'énergie à parler d'elle, à mettre ses photos, ou à faire je sais pas quoi. Je trouve ça dommage qu'on ait des préoccupations principales, des véritables préoccupations, et qu'on soit là à se plaindre qu'on a arrêté Rekia Madougou. Et alors, vous savez combien de gens ont été arrêtés à cause des actes posés par cette dame-là? Vous savez combien de gens n'ont pas eu accès à leurs véritables emplois qu'ils méritaient parce que cette dame-là a placé des gens? Vous savez combien de gens ont été évincés par cette dame-là? Donc après, si quelque chose lui arrive, je suis désolé. Je suis absolument désolé. Mais bon, on va lui faire une dédicace.
Madame Rika Madougou, depuis ta position. Je ne pouvais que te parler. Rika, vite à l'honneur, na heavy mal au prison. They know your way, though. They know your way, though. On va terminer le live d'aujourd'hui, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Mais véritablement, vous les amis d'Apéro Conversation, moi je vais toujours continuer à essayer de décortiquer les choses pour qu'on ait une position qui soit correcte. Mais vous savez, on l'aime bien, hein. Elle est jolie, elle fait du sport et tout ça, mais... Merci d'avoir suivi Apéro Conversation. Bon anniversaire à Monsieur Kominia Singé. Prison pororo, prison pororo, prison pororo, prison pororo. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi ce 1h30 de Apéro Conversation malgré les conditions. On a essayé de toucher quelques sujets d'actualité pour conserver notre rendez-vous, pour échanger sur ces petits sujets-là, pour essayer encore plus de partager de la connaissance. On se donne rendez-vous samedi prochain. Et avant de partir, je vais vous poser une question. J'ai envie qu'on upgrade cette émission et on a besoin d'acheter du matériel. Je voulais vous inviter à participer à une cagnotte. Je vais faire une publication. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il faudrait qu'on achète du matériel pour véritablement faire une émission avec une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité de son et tout ça. Et donc, je vous souhaite bonne soirée chez vous, où que vous soyez. Merci d'avoir participé et merci de rester avec nous. Apéro Conversation, bonsoir et à samedi prochain. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous mettrai le thème de samedi prochain sur la page, dans une publication d'ici 3 jours. Bye.